Bonsoir, chers amis de l'Oasis. Je vous souhaite la cordiale bienvenue dans mon atelier laboratoire, cet endroit où, jour après jour, avec la seule force des mots, avec les briques des mots, nous construisons cet univers que nous nous plaisons à appeler une oasis, cet endroit de recueillement, cet endroit de joie, cet endroit où, entre parenthèses, comme une parenthèse enchantée, nous prenons un peu de distance par rapport à la dureté de nos quotidiens et où nous nous ressourçons grâce à cette magie, grâce à ce don incommensurable que sont les mots. Donc, je vous souhaite la cordiale bienvenue et ce soir, pour la lecture numéro 7, je vais faire la lecture d'une nouvelle inédite. Donc c'est une nouvelle que j'ai écrite en cette année, donc en 2016, commencé et terminé en 2016. Je tairai le titre. Et il s'agit d'une histoire relativement triste, une histoire d'amour triste. Je vous laisse la découvrir, chers amis de l'Oasis. Prenez vos aises, allongez-vous, vous avez de la menthe, vous avez du basilic, vous avez des herbes aromatiques par là-bas. Faites-vous une boisson, un peu de lait de coco, un peu de thé et que sais-je. Et je vous souhaite une bonne écoute. Lucinda Ferrer est morte un soir de pluie, des suites d'une crise cardiaque. Après avoir vécu cloîtré dans sa chambre 47 ans, sans interruption. Voici son histoire, telle que me l'a racontée sa voisine et amie, Salomé Bartholdi, dont j'avais fait la connaissance dans un club de salsa à Maravilla. Ah, Salomé, une femme belle et racée, qui avait du sang indien dans les veines, et, grâce à son port de tête parfait, avait cet air dominateur des femmes de la noblesse française. D'ailleurs, elle avait été élue Miss à 18 ans, et je peux dire sans hésitation qu'elle faisait chavirer le cœur des hommes, le mien compris. Elle avait 65 ans, et, comme moi, elle venait de s'établir dans la ville. Un soir, après avoir dansé ensemble toute l'après-midi au club, nous nous sommes arrêtés dans un café du centre-ville. Elle n'était pas très en forme ce jour-là. Je l'avais remarqué à ses traits tirés. Elle avait bu son café en silence, puis elle s'était éclairci la gorge avec un peu d'eau, avant de m'avouer qu'elle était très affectée par la mort de son amie, Lucinda Ferrer. Quelquefois, elle l'avait évoqué au cours de nos conversations, mais je n'avais pas voulu en savoir plus, car la seule femme qui m'intéressait alors, c'était elle, Salomé Bartholdi, rien qu'elle. Or, à présent que Lucinda Ferrer était morte, la curiosité de connaître son histoire me brûlait les entrailles, de sorte que je suppliai ma partenaire de danse de me la raconter. La pluie, semble-t-il, accompagnait la vie de Lucinda Ferrer. À chaque événement marquant de celle-ci, il pleuvait. Sa mère, Ermelinda Ferrer, née Mandiola, lui avait par exemple raconté qu'elle était née à midi sous la pluie et que sa première dent de lait, elle avait perdu un soir où il pleuvait des cordes. Il est vrai que son village était situé en plein cœur de la forêt tropicale et qu'il y pleuvait en toute saison. Mais cela ne semblait pas du tout expliquer la concomitance entre les événements marquants de la vie de Lucinda Ferrer et la pluie. De son côté, elle se souvenait que ses premières menstrues étaient apparues un matin, à son réveil, alors qu'il pleuvait depuis la veille au soir. On peut encore citer plein d'autres événements marquants de la vie de Lucinda Ferrer étant survenus en cours de pluie. Mais je préfère m'arrêter là, pour me concentrer sur les circonstances qui l'ont fait basculer dans la claustration. À 19 ans, Lucinda Ferrer était, de l'avis de tous, une très belle femme. Elle avait le teint bronzé et une longue chevelure qui lui coulait ondulante jusqu'aux omoplates. On raconte que ses seins étaient droits et fermes, et qu'elle n'avait pas besoin de les redresser avec un soutien-gorge. De plus,
Elle avait la taille fine comme une guêpe et une démarche chaloupée qui concentrait les regards sur ses reins. C'est ainsi que Gattomarciano la remarqua. Elle se rendait au marché, vêtue d'une mini-jupe moulante, un panier en osier coincé à son bras gauche, et dans l'autre main, elle tenait un parapluie, car il pleuvait à verse. Lucinda Ferrer zigzaguait au milieu des flaques, marchant sur la pointe des pieds. On aurait dit qu'elle flottait sur les eaux, allait confier Gattomarciano à son meilleur ami, Nestor Ibanero. Gattomarciano était fleuriste au marché. On disait de ses compositions qu'elles étaient aussi belles que la poésie d'Octavio Paz. Le lendemain de l'apparition de Lucinda Ferrer dans son champ de vision, il commença par lui envoyer tous les jours un bouquet, accompagné d'une lettre enflammée, où il lui affirmait que le monde est un désert dont on ne peut s'échapper que par la beauté et l'amour. Pour la première fois, elle était exposée aux mots d'amour, la douceur des mots d'amour, qui contrastait avec la dureté des mots que sa mère lui jetait à la figure. D'après Salomé Bartholdi, son amie ignorait la chaleur de l'amour maternel, et elle trouvait du réconfort dans les soins qu'elle apportait à son frère cadet, Rodrigo Ferrer, qui était un débile mental. Bref, au bout de 3 mois, Lucinda Ferrer cédait aux avances de Gattomarciano, qui, accompagné de son ami Nestor Ibanero, se présentait au domicile d'Oscar Ferrer pour demander la main de sa fille. Le père la fit venir et lui demanda si elle connaissait Gattomarciano. Elle hocha la tête de haut en bas. Ensuite, il lui demanda si elle acceptait sa proposition de mariage. Elle hocha encore la tête de haut en bas. Alors, le père, se tournant vers Gattomarciano, lui dit « Je te donne la main de ma fille. Prends-la, elle est à toi. » La veille de son mariage avec Gattomarciano, épuisée par les derniers essayages de la robe qu'elle porterait à l'église, Lucinda Ferrer quitta l'atelier de couture de sa cousine, Fernanda Passeo, aux environs de 19 heures. Comme il ne restait que quelques retouches à faire sur la robe, elles tombèrent d'accord que Fernanda Passeo viendrait la lui remettre plus tard, dans la soirée. Alors qu'elle remontait la grande rue du village, les nuages se colorèrent d'une teinte sombre. Un vent impétueux se leva, faisant danser les feuilles des arbres en bordure et soulevant la poussière dans un essaim dont elle s'abrita en se recouvrant le visage de ses mains. À peine s'était-elle installée dans son lit que l'on toqua à la porte. Ça ne pouvait pas être déjà sa cousine. Alors, elle décida d'attendre, se disant que la personne s'en irait si elle n'obtenait pas de réponse. Mais la personne insista, cogna de plus belle, de sorte que Lucinda Ferrer dut se rhabiller pour ouvrir la porte. À l'instant où sa main se referma sur la poignée, il y eut un coup de tonnerre à l'extérieur. Elle sursauta, terrifiée. Puis, ayant retrouvé ses esprits, elle tourna la clé. Lorsqu'elle ouvrit, il n'y avait personne derrière la porte. Elle jeta un coup d'œil à gauche et à droite dans le couloir, sans y voir une ombre. En refermant, son regard tomba sur une enveloppe qui gisait au sol. Elle se courba pour la ramasser et observa avec surprise qu'elle lui était adressée, puisque son nom était inscrit dessus en lettres capitales. La pluie crépitait rageusement sur le toit en tôle d'aluminium. Cette lettre, qui avait disparu de la chambre de Lucinda Ferrer, allait faire sa réapparition chez Nestor Ibanero, le meilleur ami de Gattomarciano. Comme il faisait la cour à Salomé Bartholdi, il n'hésita pas à la lui remettre, espérant l'attendrir par ce geste. Mais c'était ne pas connaître le caractère inflexible de Salomé Bartholdi, qui accepta bien sûr la lettre et le congédia ensuite. Cette lettre anonyme
ma partenaire de danse allait me la donner à lire, et, de tête, je la retranscris ici. Lucinda, fille d'Oscar et d'Hermelinda Ferrer, tu es une femme comme moi, et je pense que tu vas me comprendre. Je sais que cette lettre va briser ta vie, mais je me devais de l'écrire et de te l'envoyer. Il y a 3 ans de cela, j'ai fait la rencontre de Gatto Marciano, l'homme avec qui tu vas te marier. L'année dernière, nous nous sommes installés ensemble et nous avons une petite fille de 9 mois. Il est encore temps pour toi de faire marche arrière, d'annuler tout. Mais si tu t'entêtes, je te promets de pourrir ta vie jusqu'à ton dernier jour, car je compte bien voir ma fille grandir aux côtés de sa mère et de son père réunis. Lucinda Ferrer considéra longtemps la lettre, en étudia l'écriture soigneuse qui pouvait être celle d'une femme, et la lut de nouveau. Au fil des lectures, les mots commencèrent à résonner indépendamment de sa volonté. Elle avait eu le sentiment que quelque chose en elle s'était envolé à jamais. Peut-être ses illusions à l'amour venaient-elles de se brûler au premier contact de la réalité. Et elle avait eu peur. La première fois qu'elle était confrontée à la jalousie d'une autre femme et percevait le danger auquel cela l'exposait. En outre, elle ne savait s'il fallait ou non annuler le mariage. La robe était presque terminée. Encore quelques retouches lui avaient garanti sa cousine Fernanda Passeo, la couturière la plus réputée du village. La salle des fêtes était en train d'être décorée par Gatto Marciano lui-même, assisté de ses amis proches. Et quelle raison aurait-elle donné à cette annulation? Qu'elle avait reçu une lettre anonyme? Non, il fallait qu'elle se calme et qu'elle en parle d'abord à Gatto Marciano. Elle savait que ce dernier rentrerait aux environs de 20h30, car il avait envoyé Nestor Ibanero la prévenir. En attendant, elle avait envoyé son cadet, Rodrigo Ferrer, le débile mental, appeler sa meilleure amie, Salomé Bartholdi, qui habitait à 100 de mètres. Celle-ci avait débarqué aussi vite qu'elle avait pu, les cheveux trempés par la pluie, inquiète. Mais Lucinda Ferrer, qui voulait pourtant lui faire lire la lettre, allait au final lui dire qu'elle s'ennuyait de rester seule, raison pour laquelle elle l'avait faite venir. Alors, les deux amies avaient mis de la salsa sur le tourne-disque et elles avaient dansé ensemble. Salomé Bartholdi me confia qu'elle avait trouvé son amie anxieuse, mais qu'elle avait mis cela sur le compte du mariage. Les deux femmes avaient bu quelques verres de rhum qui avaient fini par débrider leur corps et leurs esprits. Il tombait des cordes. La force du vent inclinait les cocotiers dans la cour. De temps en temps, le tonnerre grondait d'une colère telle que les enfants étaient transis de peur. On raconte que ce même soir, à 2 reprises, la foudre avait frappé et tué 2 personnes. Mais cela, Lucinda Ferrer ne le savait pas encore, parce qu'elle se trouvait à nouveau seule dans sa chambre, les yeux gonflés de fatigue, mais décidée à attendre Gatto Marciano, qui était enfin rentré à 20h45. Il oublia de refermer à clé la porte derrière lui, parce qu'il était ivre. Oui, Gatto Marciano s'était saoulé la gueule la veille de son mariage. Plus grave encore, il était rentré avec l'idée de faire l'amour à Lucinda Ferrer. Aussi, il lui avait dit de but en blanc « Déshabille-toi que je te fasse l'amour. Je veux prendre ta virginité avant que tu deviennes mon épouse. » Mais Lucinda Ferrer l'avait repoussé sur le lit et elle avait brandi la lettre, disant « J'aimerais que tu m'expliques ce que ceci veut dire. » Il paraît que Gatto Marciano s'était levé d'un bond. On aurait dit qu'il avait reçu un seau d'eau sur le visage, ce qui avait eu pour effet de diminuer la concentration d'alcool dans son sang. Alors, il se saisit de la lettre et la lut.
À peine avait-il terminé qu'il s'effondra sur le lit, la laissant glisser par terre. Si seulement il s'était défendu de manière véhémente, quitte à jouer la comédie, Lucinda Ferrer aurait pu admettre qu'il s'agissait d'une machination. Or, en le voyant s'effondrer, comme quelqu'un qui est arrêté par les policiers, sans opposer de résistance, cela signait pour elle son aveu de culpabilité. Toutefois, elle n'était pas satisfaite. Elle avait besoin de comprendre. Alors, elle harcela Gattomarciano. « J'ai besoin de comprendre pourquoi tu as agi ainsi. J'ai besoin de comprendre, insistait-elle, tandis que ce dernier se tenait la tête entre les mains, refusant d'admettre la réalité. Se sentant forte et sûre d'elle, grâce au verre de rhum qu'elle avait bu en compagnie de Salomé Bartholdi, Lucinda Ferrer l'empoigna par le col de sa chemisette. Elle le secoua énergiquement, voulant en quelque sorte extirper la vérité de ce corps qui s'enfermait dans un mutisme coupable, tout en la redoutant. Peu à peu, Gattomarciano reprenait le dessus et promettait de tout lui expliquer. Elle le lâcha donc et s'éloigna à la fenêtre, comme si elle voulait prendre un bol d'air avant d'entendre les explications de celui qui, dans quelques heures, devait être son mari. La pluie et le vent avaient redoublé d'intensité. Les plantes aromatiques d'Ermelinda Ferrer étaient maintenant englouties sous les eaux. On commençait à penser que les éléments ne se calmeraient pas de sitôt, et que le niveau des eaux ne cesserait de monter. Était-ce un déluge égal à celui de la Bible qui se déroulait sous les yeux hagards des villageois? La fin du monde, tant de fois annoncée, était-elle enfin arrivée? Elle se tourna vers Gattomarciano. « Cette fille et son enfant sont un accident dans ma vie. C'est avec toi que je veux être, rien qu'avec toi. » Lucinda Ferrer découvrait avec stupéfaction qu'elle ne connaissait pas l'homme avec qui elle voulait se marier. Pour elle, il était à l'image du prophète Moïse, qui la ferait traverser le désert de la vie pour l'emmener dans une oasis où règne amour et beauté. À présent, elle découvrait qu'il était un lâche, qui n'assumait même pas ses actes. Oui, Lucinda Ferrer avait été la conquête la plus facile de Gattomarciano. Il lui avait suffi d'invoquer l'amour et la beauté pour que cette fille, encore vierge dans tous les sens du terme, s'éprenne de lui. D'ailleurs, était-ce un hasard s'il avait choisi de l'épouser elle et pas une autre? Il pensait encore qu'il lui suffirait de crier haut et fort que l'auteur de la lettre l'avait piégé en lui faisant un enfant dans le dos pour attendrir Lucinda Ferrer. Or, entre-temps, celle-ci avait perdu ses illusions. Ah, Salomé Bartholdi exultait lorsqu'elle rapportait les propos de Gattomarciano. C'était justement pour cette raison qu'elle était écœurée par les hommes et préférait rester célibataire jusqu'à la fin de ses jours. Cela demandait qu'une femme soit forte pour ne pas écouter les mirages que les hommes sortent de leur bouche. Visiblement, Lucinda Ferrer était aussi devenue une femme forte, puisqu'elle résistait désormais au verbe ensorceleur de Gattomarciano. Plus grave encore, elle commençait sérieusement à le détester. On aurait dit que toute la rancœur qu'elle avait vis-à-vis de sa mère avait trouvé son exutoire en la personne de Gattomarciano, qui pensait toujours qu'il arriverait à l'embrasser, à la caresser et au final à lui faire l'amour. Il faisait partie de ces hommes qui croient que le recours au sexe est le meilleur moyen de régler un problème avec une femme. Sa théorie fonctionnait-elle? Peut-être, avec d'autres femmes, mais pas avec Lucinda Ferrer, qui le repoussa violemment, surprise elle-même de la force qui résidait dans ses bras. Il se cogna contre l'angle du lit et s'étala au sol. L'eau recouvrait les marches de l'escalier donnant sur la véranda et s'infiltrait dans la maison. Tout le monde s'activait à la repousser à l'extérieur. Tout le monde, y compris Rodrigo Ferrer, le débile mental. Lucinda Ferrer aurait voulu descendre pour donner un coup de main,
Mais elle savait que Gato Marciano ne la laisserait pas passer. Que voulait-elle désormais? Elle-même ne devait pas le savoir. Elle avait été foudroyée par la découverte de la personnalité de Gato Marciano, qui, en plus d'être un lâche, était un menteur doublé d'un coureur. Mais à aucun moment, l'idée d'annuler le mariage ne lui avait traversé l'esprit. Cela voulait-il dire qu'elle tenait au final à se marier avec lui? Elle-même ne devait pas le connaître, la réponse. Mais toujours est-il qu'elle ressentait une colère immense envers cet homme, à qui elle avait donné son cœur sans réserve. D'ailleurs, Gato Marciano s'était relevé, forçant le sourire. Il était plus que jamais mu par son idée de prendre la virginité de Lucinda Ferrer, avant leur mariage, qui était pourtant prévu le lendemain. Pourquoi Pourquoi ne pouvait-il attendre quelques heures avant de consommer leur union? Et s'il s'agissait simplement de se soulager les testicules, pourquoi n'était-il pas allé voir les prostituées à Maravilla? Selon Salomé Bartholdi, il y a, tapis dans le cœur de l'homme, une bête immonde qui n'aspire qu'à répandre chaos et désolation autour d'elle. En bref, la bête immonde qui dormait dans les entrailles de Gato Marciano s'était réveillée. Et celle-ci ne pouvait plus l'empêcher d'agir. La bouche ouverte, un sourire pervers gonflant ses joues, il s'approcha à petits pas de Lucinda Ferrer et bondit sur elle, déchirant ses vêtements et la plaqua contre le mur. Oui, je vais te la prendre, ta saloperie de virginité. Et après ça, tu comprendras qu'on ne fait pas de minauderie à Gato Marciano. Il arracha d'un coup sec le slip de Lucinda Ferrer. Elle criait de toutes ses forces. Un cri de détresse puissant sortait de sa gorge, un cri qui aurait normalement ameuté toute la maison. Mais, à cause de la pluie et du vent, personne ne pouvait l'entendre. Gato Marciano lui écarta fermement les jambes. « Tu m'appartiens, Lucinda. Ton corps m'appartient. Ton esprit m'appartient. Tu es ma chose, et je peux disposer de toi selon mon bon vouloir. » Était-ce Gato Marciano qui parlait ainsi, ou était-ce la bête immonde? L'heure n'était pas à se poser ce genre de questions, mais à assurer sa survie. Alors, dans un sursaut, Lucinda Ferrer bondit sur son oreille et l'en serra entre ses dents, si fort qu'elle lui en arracha un morceau. Il se tordait de douleur, et bientôt le sang recouvrait sa main. D'instinct, elle se précipita derrière le rideau. À la vue de son sang, Gato Marciano entra dans une rage indescriptible. Il déchira le rideau, la porta à bout de bras et la jeta sur le lit. Elle se débattit, mais il la calma avec 2 gifles. Alors, il baissa son pantalon et se coucha sur elle. Son haleine sentait mauvais à cause de l'alcool. « Tu es ma chose, Lucinda, et laisse-moi te dire que j'ai tous les droits sur toi. » Il plongea sa bouche sur les tétons de Lucinda Ferrer et les suça un certain temps. On ne sait pas si elle y prit du plaisir, mais Salomé Bartholdi pensait que certaines femmes prenaient du plaisir lorsqu'elles étaient maltraitées par leur bourreau. Je la laisse assumer la responsabilité de ses propos. De temps en temps, Gato Marciano regardait son doigt entrer et sortir du vagin qui s'humidifiait à mesure qu'il lui suçait les seins, puis le cou et les oreilles. Il était si concentré dans sa manœuvre qu'il ne remarqua pas que Lucinda Ferrer avait remonté son bras sur sa tête et que sa main rencontrait son pic à cheveux. Avait-elle réfléchi à ce geste avant de le réaliser? Avait-elle été traversée un seul instant par l'hésitation? Ces questions, je le crains, resteront à jamais sans réponse. Elle retira le pic et, d'un coup sec, l'enfonça dans la nuque de Gato Marciano, qui se redressa d'un trait et la fixa d'un regard empreint de surprise. Il tenta de balbutier quelque chose, mais déjà sa langue était noyée dans le flux de sang qu'il cracha dans un soubresaut avant de s'effondrer. Dehors,
le vent s'était calmé et il ne tombait désormais plus qu'une pluie fine. Par la suite, Lucinda Ferrer posait une série d'actes qui resteraient incompréhensibles pour son amie Salomé Bartholdi. Au lieu de descendre et d'alerter la maison du malheur qui était survenu, elle mit un pansement sur l'oreille déchirée de Gato Marciano. Elle retira le pic à cheveux de sa nuque ensanglantée, lui enfila un pyjama et l'installa sous la couverture, ensuite de quoi elle s'assit à côté de lui, les jambes repliées devant sa poitrine, balançant la tête d'avant en arrière comme un pendule. C'est dans cette posture que sa cousine, Fernanda Paseo, la trouva à 23h05, alors qu'elle venait lui remettre sa robe de mariée après les dernières retouches. Affolée, elle courut au rez-de-chaussée pour donner l'alerte. Empressa Lucinda Ferrer de questions, mais elle demeura silencieuse. Elle se battait d'avant en arrière, elle se balançait d'avant en arrière, les yeux dans le vague. On comprit que, dans l'état où elle se trouvait, il fallait plutôt l'aménager. On pensa un temps à faire disparaître le corps de Gato Marciano et à écrire une fausse lettre dans laquelle il avouerait sa peur panique de s'engager pour la vie à travers les liens du mariage, mais on fit vite marche arrière car, d'une part, Gato Marciano était si heureux de se marier que personne n'aurait trouvé sa disparition crédible. D'autre part, et ceci était la véritable raison, un certain nombre de personnes extérieures à la maison des Ferrer avaient déjà reçu la nouvelle de la mort de Gato Marciano. Alors, il n'était plus possible de dissimuler le corps. Il fallait donc appeler la police pour qu'elle vienne constater la mort. Avec les routes inondées et les arbres renversés par le vent, il faudrait compter au minimum le double du temps normal pour atteindre Maravilla en bicyclette et le même temps pour en revenir. Au final, on estima que la police arriverait au plus tôt le lendemain matin vers 8 heures. On se préparait donc à remettre Lucinda Ferrer entre les mains de la police quand sa mère, Hermelinda Ferrer, peut-être saisie de remords, se sentit investie de la mission de changer le destin de sa fille. Après tout, c'était son seul enfant viable. Elle pouvait encore refaire sa vie, tandis que Rodrigo Ferrer, le débile mental, était d'ores et déjà perdu. Alors, elle exposa ce qu'on devait dire à la police lorsqu'elle se présenterait à la maison. Tout le monde connaissait l'attachement de Rodrigo Ferrer pour sa sœur. On dira donc que, pris de jalousie, parce que sa sœur devait se marier et accorder désormais toute son affection et tout son amour à quelqu'un d'autre, le pauvre Rodrigo, possédé en quelque sorte par le diable, avait tué son beau-frère dans son sommeil, à l'aide du pic à cheveux de sa sœur qui dormait à côté de lui. Pour enfoncer le clou, on dira aussi que le cadet, une fois son acte exécuté, allait arracher un bout de l'oreille de sa victime. Très vite, la nouvelle se répandit dans le village que Rodrigo Ferrer avait tué Gato Marciano la veille de son mariage avec sa sœur, après quoi il lui avait arraché un bout de l'oreille. La police goba sans sourciller cette version des faits. Personne ne la remit en question, car elle semblait plausible. Vraiment personne? En effet, non. Il y avait une personne qui n'était pas tout à fait convaincue par la version officielle de la mort de Gato Marciano. Cette personne n'était autre que Nestor Ibanero, son meilleur ami. Il connaissait mieux que quiconque les secrets de son ami. À l'annonce du décès, il était accouru dans la maison des Ferrer et il avait ramassé sous le lit la lettre anonyme. Connaissait-il le nom de la femme qui avait écrit la lettre? Salomé Bartholdi était prête à mettre sa main à couper, qu'il la connaissait très bien. Or, Nestor Ibanero allait garder un silence absolu sur cette lettre, un silence qui allait être éclairci bien des décennies plus tard. Lorsque la police passa les menottes à Rodrigo Ferrer,
On raconte que ce dernier avait tenté d'articuler quelque chose, mais qu'il n'y était pas parvenu. Pour la première fois, on avait entendu un son proche du langage sortir de sa bouche. Hélas, ce son n'avait pas franchi le seuil du compréhensible. Il avait pourtant voulu se défendre, clamer son innocence, sans succès. Pendant le procès, le ministère public l'avait décrit comme un détraqué qui ignorait la frontière entre le bien et le mal et pouvait tuer à tout moment. Par conséquent, il avait été condamné à la prison à perpétuité par le tribunal d'arrondissement de Maravilla et transféré à la prison de haute sécurité de la même ville, où il resta enfermé 47 ans sans jamais recevoir la visite de son père ni de sa mère, et encore moins de Lucinda Ferrer, qui avait décidé entre-temps de se cloîtrer dans sa chambre. On disait qu'elle se sentait coupable du sort qui avait été infligé à son frère pour lui offrir une seconde chance de fonder une famille. D'autres personnes affirmaient qu'elle craignait simplement les flèches que le regard des autres lancerait dans son dos. Bref, on expliquait comme on pouvait la claustration de Lucinda Ferrer, vu qu'elle-même n'avait livré à personne le fond de sa pensée, y compris à son amie Salomé Bartholdi, qui continuait à lui rendre visite. Par contre, le jour de sa mort, elle avait reçu un courrier de la prison de haute sécurité de Maravilla, lui annonçant la mort de son frère, le débile mental. Il semble que c'est en lisant qu'elle eut une crise cardiaque, car on retrouva le courrier à côté de son corps inanimé. Il était tard. Nous n'avions pas vu le temps passer, embarqués que nous étions dans les dédales de cette triste histoire. Salomé Bartholdi fit signe à la serveuse d'apporter l'addition. Par galanterie, je payai, puis on sortit se dégourdir les jambes sur la promenade jouxtant le lac de Maravilla. En contrepartie, ma partenaire de danse me baisa la main avec une extrême délicatesse. La lune brillait d'un éclat métallique et s'étalait, frémissante, sur les eaux sombres du lac. Je voulais bien profiter de cette intimité naissante entre Salomé Bartholdi et moi, mais je n'arrivais pas à sortir de ma tête l'histoire de son amie, Lucinda Ferrer. Quel but avait-elle visé en s'infligeant la claustration? N'était-ce pas une autre manière de se venger de sa mère, qui s'attendait à ce qu'elle refasse sa vie avec un autre homme et lui offre de nombreux petits-enfants pour égayer ses vieux jours? Ma partenaire de danse n'excluait pas cette possibilité, tout en avouant que les motivations de son amie restaient pour elle aussi obscures. Elle avait de nombreuses fois abordé le sujet au cours de ses visites à Lucinda Ferrer. Et, devant le silence de celle-ci, elle s'était résolue à ne jamais plus en parler. Il y avait des choses comme celle-là qui méritent peut-être de rester aux portes de notre compréhension. Et Nestor Ibanero, pourquoi n'avait-il pas remis la lettre anonyme à la police? Salomé Bartholdi se tourna vers moi et je sentis sa main caresser mon bras. En fait, Nestor Ibanero était amoureux de Lucinda Ferrer. Il lui fit une cour assidue pendant 10 ans et au final, il laissa tomber. Malgré sa déception, il ne perdait pas espoir, raison pour laquelle il ne parlait pas de la lettre. C'est seulement lorsqu'il a remis à Salomé Bartholdi pour la séduire que, la montrant à son tour à Lucinda Ferrer, celle-ci lui clarifia les intentions de Nestor Ibanero avait nourries à son égard. « Ah, les hommes !» souffla ma partenaire de danse. « Ils réfléchissent toujours avec leur queue. » Était-ce un message qui m'était destiné? Je fis semblant de n'avoir pas entendu, et je répondis à sa caresse par une caresse sur son bras duveteux. Elle frissonna, puis lança sa main à la conquête de sa nuque, offerte au vent. « Tu m'aimes depuis le premier instant, n'est-ce pas ?» balbutia-t-elle, comme si elle n'attendait pas de réponse de ma part. J'approchai mes lèvres des siennes. Elle approcha ses lèvres des miennes. La mort de Lucinda Ferrer
venait de produire un miracle, celui de disposer le cœur de son ami Salomé Bartholdi à l'amour. Voilà, chers amis de l'Oasis, terminé la lecture de cette histoire triste de la chère Lucinda Ferrer. J'espère que vous avez trouvé dans cette histoire des sources de recueillement, des sources d'évasion, des sources de rêverie. Je vous souhaite, chers amis de l'Oasis, de passer une excellente nuit et je vous dis à tout prochainement pour un prochain programme. Au revoir et bonne soirée. Merci beaucoup.